raconte. Christophe Ondelatte. Voici l'histoire d'un crime passionnel. À mon sens, le plus intéressant des crimes. Parce que tuer par amour est le crime qui vient nous chercher au plus profond de nous-mêmes. Est-ce que j'en serais capable, moi aussi? Suis-je capable de tuer par déception amoureuse? Il s'agit d'un assassinat commis en 2016 dans cette région du département du Nord qu'on appelle l'Avesnois, pas très loin de Maubeuge. L'assassinat de Pascal Navroki. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Ça se passe en novembre 2016, un samedi soir, à Solre-le-Château, dans le Nord, dans la région de Maubeuge, dans une ferme où vivent Pascal Navroki, 29 ans, et sa petite amie Laura, 18 ans. La pendule vient de sonner 9h30. Pascal et Laura s'apprêtent à passer à table. Quand soudain, dehors, les chiens se mettent à aboyer. Putain, c'est quoi ce bordel? J'en sais rien, moi. Ok, bouge pas, je vais aller voir. Pascal sort dans la cour de la ferme, et juste après, Laura se précipite dehors, et elle trouve Pascal étendu sur le sol, couvert de sang. Elle se penche. « Pascal, mon chéri, tu m'entends ?» Il y a du sang partout. Elle l'appelle et il ne répond pas. Elle devrait voir qu'il est mort. Mais elle se dit que peut-être on peut encore le sauver, alors totalement paniquée, elle appelle les pompiers. Oui, une ferme, à Solre-le-Château, au hameau de l'Épine. Vous voyez le long de la départementale. Faites vite, ça s'est passé il y a 5 minutes. Ensuite, elle appelle les gendarmes et le frère de Pascal, Vincent. C'est horrible, Vincent. On lui a tiré dessus devant la ferme. Oui, je crois qu'il est... Enfin, je sais pas. Les pompiers sont en route. Vincent, le frère, habite à 10 minutes. Quand il arrive sur place, les pompiers sont déjà là. Et dans la foulée, arrivent les gendarmes. On est désolé, messieurs, dames. Il n'y a plus rien à faire. Votre petit ami et votre frère est décédé. Les gendarmes ont appelé le médecin légiste, qui ne tarde pas à arriver. Les légistes ne viennent pas toujours sur place, mais ils préfèrent en général voir le corps en situation. Bon, c'est un coup de fusil de chasse, hein. Vous voyez les plombs là tout autour de la plaie, c'est caractéristique, hein. Un seul coup de feu, docteur? A priori, oui. Il est mort sur le coup. Tiré à quelle distance, vous en avez une idée? Faible distance, hein, je dirais 4 mètres maximum. Ok, les gars, on fait le tour de la ferme. Au bout de quelques minutes, un gendarme appelle. Oh, venez par là, dans la grange. On a une vitre cassée ici. Sous la fenêtre, le sol est jonché de débris de verre. Les gendarmes se disent donc que c'est là qu'était posté le tireur et que c'est de là qu'il a tiré sur Pascal Navroki. De là qu'il l'a abattu comme un chien. Pendant ce temps-là, Laura fait une crise de nerfs, elle pleure, elle hurle, et quand les pompiers vont lui parler, ils ne comprennent pas un mot de ce qu'elle raconte. Bon, elle nous fait une crise de nerfs, la pauvre. Faut qu'on la conduise à l'hôpital. On peut pas la laisser comme ça. Pendant ce temps-là, les gendarmes échafaudent les pistes possibles. Ça pourrait être un rôdeur. Un gars qui circule armé. On va savoir si il va pas récidiver d'ailleurs. Donc on va sécuriser la zone, hein, au cas où il reviendrait. L'idée du rôdeur tient la route, rien n'a été volé, pas de traces d'effraction, hormis cette vitre cassée. Et c'est là que le frère s'approche des gendarmes. Faut que je vous dise quelque chose. Mon frère, il était pas tranquille ces derniers temps. Il m'avait même demandé si je pouvais l'aider à se procurer une arme.
Je lui avais dit que c'était impossible. Alors vous savez ce qu'il faisait? Il se déplaçait tout le temps avec une hachette sur lui. Intéressant. Autre chose qui pourrait nous aider, monsieur? Non? Voici. Il y a 2 semaines, il a retrouvé ses chats morts. Et le vétérinaire lui a dit qu'ils avaient été empoisonnés. Et puis plus grave encore, il y a 1 semaine, les 2 voitures de Pascal, mon frère, ont brûlé devant la maison. Donc ça n'est sans doute pas un rôdeur, mais quelqu'un qui en voulait à Pascal Navroki. Bon, qu'est-ce qu'on a sur la victime? Écoute, il vendait des fromages sur les marchés. C'est un gars qui aimait la nature. Il faisait aussi de l'équitation. Sa petite amie, un peu plus jeune que lui, non? Ouais. Laura Paradis, nationalité belge. Elle a 18 ans aujourd'hui, lui en avait 11 de plus. Et elle fait quoi dans la vie, cette Laura? Elle est élève infirmière. Le couple allait bien? Ouais, d'après ce que j'ai compris, c'était le grand amour. Les parents m'ont dit qu'ils projetaient d'avoir un bébé. Le gars avait été présenté aux parents de la fille, voilà. L'entourage a des pistes, une idée de qui a pu faire ça? Non, pour l'instant, ils disent qu'ils comprennent pas. Ils disent que le type avait pas d'ennemis, que c'était un type calme, généreux, serviable. Donc non, ils ont aucune piste. Ils n'avaient pas d'ennemis? On en est sûr de ça? Les gendarmes décident d'entendre le frère, Vincent, qui est venu sur place la veille. Et lui, il a sa petite idée sur qui a pu tuer Pascal. Moi, je suis certain que c'est Thomas qui a fait ça. Thomas, vous dites? Qui est-ce? C'était l'ancien meilleur ami de Pascal. Et il lui en voulait beaucoup. Il lui en voulait de quoi? De lui avoir pris Laura. Avant d'être avec Pascal, il y a quelques semaines, Laura était avec Thomas. Ça a duré 2 ans. Oui, 2 ans. Et quand elle l'a quitté pour Pascal, ils sont brouillés tous les deux. La jalousie donc, comme moteur de ce crime? C'est du déjà vu, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Les gendarmes se mettent donc sur la piste de ce Thomas, sans aller le voir lui directement, pour l'instant en tout cas. Ils commencent par se rencarder auprès de l'entourage. Et on leur dit qu'effectivement, les deux, Pascal et Thomas, étaient très amis avant. Même si Thomas n'a que 23 ans, 6 ans de moins que Pascal. Avant, ils étaient tout le temps ensemble. Tout le temps. Des inséparables. Ils faisaient la bringue ensemble, ils se voyaient toutes les semaines. Pour vous dire, Pascal, il allait déjeuner tous les dimanches chez les parents de Thomas. Et le père de Thomas, il considérait Pascal un peu comme son autre fils. Je dirais que c'était une amitié presque fraternelle, vous voyez. Et puis voilà, tout ça s'est arrêté du jour au lendemain. Quand Laura a laissé tomber Thomas pour Pascal. Oui, c'est ça, oui. L'entourage raconte que Thomas a découvert que Laura s'était mise avec Pascal via son compte Facebook, quand un jour elle a posté une photo sans ambiguïté. Bon, ça faisait un moment qu'il se doutait de quelque chose, il voyait bien que les deux s'étaient rapprochés, mais la photo en quelque sorte a officialisé les choses. Et Thomas a vécu ça comme une trahison. Bref, elle est bien intéressante, cette piste du meilleur ami qui se venge. Puisqu'il est désigné par pas mal de monde, il est peut-être temps de l'entendre, ce Thomas. Il habite pas très loin, à 10 km. Les gendarmes le convoquent. Bon, alors vous faites quoi dans la vie, monsieur? Je suis ouvrier agricole en Belgique, sur une exploitation qui fait de la pomme de terre. Vous n'êtes pas sans savoir que votre ami Navroki Pascal a été assassiné.
Son entourage évoque des dissensions entre vous. J'imagine que vous connaissez le contexte. Oui, on était fâchés. Et pour une bonne raison, je crois, non? C'était mon ami, il m'a trahi. On a toujours un peu de mal à pardonner ça, non? Mais bon, depuis j'avais tourné la page. Moi, j'y suis pour rien dans sa mort. Je vais quand même pas me foutre ma vie en l'air, hein, pour un mec et une gonzesse. Honnêtement, vous le verriez là, dans ce bureau de gendarmerie, ce Thomas, vous lui donneriez le bon Dieu sans confession. Il est calme, il a l'air sincère, on a envie de le croire. Et il n'a pas en plus ni la tête ni le comportement de quelqu'un capable de tuer d'un coup de fusil de chasse son ex-meilleur ami. Mais les gendarmes, voyez-vous, des formations professionnelles, savent qu'on ne peut pas se fier à la binette d'un suspect. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir, monsieur? Hier soir, j'étais chez moi, enfin chez mes parents. Et ce qu'on a fait, on a regardé la télé. On a regardé Danse avec les stars, en famille. Danse avec les stars, d'accord. Vous avez regardé le programme du début à la fin? Vous sauriez nous le raconter? Oui, oui. Il est parfaitement capable. Il se souvient qu'un candidat a fait une chute à tel moment de l'émission. Il sait qui a été éliminé à la fin. Et il avait même sa chouchou, Camille Lou. Je sais pas si vous avez entendu parler d'elle. Elle est de la région. Elle est de Maubeuge. Dans la foulée, un gendarme se tape tout le replay du numéro de Danse avec les stars de la veille. Bon, il n'y a rien à dire, hein. Tout ce qu'il nous donne comme élément est confirmé par le visionnage de l'émission. Moi, je pense qu'il nous balade pas, hein, ce gars. Laura quitte l'hôpital où elle avait été admise le lendemain du crime. Et les gendarmes l'entendent dans la foulée. Elle commence par leur raconter comment ça s'est passé, les chiens qui aboient, Pascal qui sort et le coup de fusil. Et elle aussi, elle a une piste. Moi, je pense que c'est Thomas qui a tué Pascal. J'en suis sûr même. Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est lui? On a dû vous dire que j'étais avec lui. Et après que je me suis mise avec Pascal. Oui, on nous l'a dit, en effet. Il l'a mal digéré. Vous êtes au courant qu'il a empoisonné les chats de Pascal? Et les miens aussi, il l'a empoisonné. Pour vous dire les choses, mademoiselle, nous avons interrogé ce garçon, ce Thomas. Bon, d'abord, il a un alibi. Et ensuite, c'est un garçon qui a l'air calme, hein, qui a l'air posé. Thomas, un mec posé. Non mais vous plaisantez. Il m'a fait vivre l'enfer tout le temps que je suis resté avec lui. Qu'est-ce que vous voulez dire par enfer, mademoiselle? C'est un manipulateur, Thomas. Et violent, avec ça, il me frappait à coups de poing. Il m'obligeait à baiser quand il avait envie et moi quand je voulais pas. Alors, non, c'est pas un mec posé. Vous aviez des relations avec Navroki Pascal alors que vous étiez encore avec Thomas? Des relations comment? Des relations sexuelles, mademoiselle. Vous voulez dire si j'ai trompé Thomas avec Pascal? Non. C'est venu après notre séparation. Attention, hein, j'ai pas quitté Thomas pour Pascal. J'ai quitté Thomas parce qu'il se comportait pas bien avec moi. Et que je pense qu'en plus il me trompait. Et après, plus tard, genre un mois après, je me suis mise avec Pascal.
Vous venez de dire que Thomas vous trompait. Vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Enfin, je sais pas. Je sais pas si on appelle ça tromper. Il allait voir des putes. Des putes, quoi. Elle raconte qu'elle a trouvé dans sa poche une liste de numéros de téléphone qui correspondaient à des prostituées. Et que ça a été le prétexte de la rupture. Ok. Elle raconte aussi 2 incidents, déjà connus des gendarmes, et qui a créé l'idée qu'il y avait beaucoup de rancœur entre les 2 garçons. L'épisode des chats empoisonnés et l'incendie récent des 2 voitures de Pascal. C'était beaucoup plus qu'un incendie, vous savez. Parce que Pascal, il a été réveillé par une explosion. Sur le moment, il n'a pas compris, mais c'est après qu'il a réalisé. Parce que quand le feu a été éteint, vous savez ce que les gendarmes ont trouvé dans la voiture? Non, mais vous allez me le dire. Des bûches. Des bûches de bois. Et dans les bûches, figurez-vous que dans des trous, il y avait des cartouches de fusil. Ça aurait pu tuer quelqu'un si ça avait explosé devant lui. L'explosion que Pascal a entendue, ça venait de là. Et puis il nous a menacés aussi, on vous l'a dit ça? Allez-y, on verra. Eh ben, un soir, Pascal, il est venu me chercher chez mes parents. Et sur la route, on l'a croisé, Thomas. Et il nous a fait un signe comme ça, vous savez, qu'il allait nous trancher la gorge. Il a passé sa main dans son cou comme ça, en travers. C'est un taré, Thomas. Je vous dis que c'est un taré. C'est peut-être un taré, mais on rappelle que le soir du crime, il a un alibi. La soirée de Danse avec les stars. Et je vous rappelle que ses parents et sa sœur ont confirmé. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui colle pas. Le coup fatal pour Thomas est porté par son beau-frère, le mari de sa sœur. Entendu par les gendarmes, il est le premier de la famille à le lâcher. Je vais vous raconter quelque chose qui va vous intéresser. Il n'y a pas longtemps, on avait un repas de famille chez mes beaux-parents. Et Thomas, il était là. Et à table, il a raconté, tranquille, qu'il avait empoisonné les chats de Pascal. Et aussi qu'il avait brûlé les voitures. Et même qu'il avait coincé des cartouches dans les bûches qu'il avait jetées pour qu'elles explosent. Ah ouais? Ça commence à faire beaucoup. C'est à se demander si ce Thomas a vraiment regardé Danse avec les stars le soir du crime. La coupe est pleine quand le frère de Pascal, Vincent, vient raconter aux gendarmes quelque chose qu'il avait omis de dire jusqu'à présent. Le soir, mon frère a été tué. Quand je suis arrivé à la ferme, j'ai croisé une Peugeot blanche sur la route. Il y avait 2 personnes dedans, j'ai pas pu voir leur tête. Mais vous savez ce qu'ils ont comme voiture, hein? Thomas et son père? Eh ben, une Peugeot blanche. Les gendarmes vérifient, et c'est vrai. Si on considère, monsieur, que Thomas était dans la voiture, est-ce que vous avez une idée de qui pourrait être le second, puisque vous dites qu'ils étaient 2? Bah, franchement, je vais vous dire, j'en suis pas sûr à 100%. Mais je pense que c'était son père qui était avec lui. Arnaud. Ça, c'est très intéressant, même si en l'état, ça n'est qu'une hypothèse. Parce que qui fournit un alibi à Thomas? Qui dit oui, il était devant la télé avec nous, on regardait Danse avec les stars? Sa mère, sa sœur et son père. Mais si le père était sur les lieux du crime, alors il est complice. Et peut-être que ni le père ni le fils n'ont jamais regardé Danse avec les stars. Ou alors, peut-être que c'est la mère qui leur a raconté le déroulé de l'émission. Un dernier détail qui ramène définitivement les gendarmes sur la piste de ce Thomas et de son papa. Ils sont chasseurs, tous les 2. Et donc ils ont des fusils sous la main et des cartouches.
jours après l'assassinat de Pascal Navrocki, Thomas et son père sont placés en garde à vue et bien sûr interrogés séparément. Au début, l'un comme l'autre reste tanké sur ce qu'ils disent depuis le début. Je vous ai dit que Thomas, il a regardé la télé avec nous. Il était devant la télé. Il n'a pas pu commettre le crime, je vous jure. Mais après 36 heures de garde à vue, le père finit par lâcher du lest. Et c'est le tournant de cette histoire. J'ai menti quand je vous ai dit qu'il avait regardé la télé avec nous. C'est pas vrai. Il n'était pas à la maison samedi soir. Je voulais le couvrir. J'ai déconné. Et vous, monsieur, vous étiez à la maison samedi soir? Pourquoi vous me demandez ça? Contentez-vous de répondre, monsieur. C'est moi qui ai amené Thomas en voiture chez Pascal. Il est donc bien complice, le père. Et il tente de se justifier comme il le peut. Mon fils était en pleine dépression depuis sa rupture avec Laura. Il se sentait trahi par lui, trahi par elle. Il allait très mal, il dormait plus la nuit, il pleurait souvent, et beaucoup. J'avais peur qu'il se suicide, vous comprenez? C'est pour ça que j'y suis allé avec lui. Monsieur, vous êtes en train de nous dire que vous saviez parfaitement ce que votre fils allait faire chez Navrocki Pascal? J'ai tenté de le raisonner, mais il insistait tellement que j'ai cédé. Mais vous saviez qu'il allait la battre? Non. Je vous jure, je ne savais pas. Je croyais qu'il voulait juste l'intimider. J'aurais jamais pensé qu'il allait le tuer. Je comprends pas, c'était un accident, je pense. Un accident. C'est-à-dire que le type voit son fils sortir de la voiture avec un fusil chargé, il entend un coup de feu, il voit le fiston revenir en courant, et il dit « ça serait un accident ». À ce rythme-là, moi ma tante on lui colle des roues, c'est un autobus. Ça n'est pas un accident, monsieur. C'est un meurtre avec préméditation. Autrement dit, c'est un assassinat. Ça vaut perpète. Bon, maintenant que le père a craqué, est-ce que le fils va suivre? La réponse est oui. Thomas Junio, je vous donne enfin son nom, passe à table. Et c'est bien la photo de Pascal et Laura sur Facebook il y a 3 semaines qui l'a rendu fou. Et oui, c'est aussi lui qui a empoisonné les chats et qui a mis le feu aux voitures. Le fusil qui a servi à commettre le crime, monsieur Junio, d'où vient-il? Moi, je suis allé le prendre chez mon grand-père. 3 jours plus tôt. Pourquoi être passé à l'acte ce samedi soir? Parce que je savais que le samedi soir, il était avec Laura. Je voulais qu'elle soit là. Je voulais qu'elle voie ça. Le rôle de votre père, maintenant, quel est-il exactement? Mon père, il m'a juste amené sur place, c'est tout. Il m'a laissé devant un champ, à l'arrière de la ferme. Et après, quand ça a été fini, il m'attendait, il m'a ramené. Rien de plus. Ça n'est pas votre père qui a tiré, vous en êtes sûr? Sûr? C'est moi qui a tiré. Pourquoi est-ce que vous avez tué votre ami Navrocki Pascal, jeune homme? J'étais vraiment dans la haine. Je pensais plus qu'à ça. Le soir où j'étais riche sur Pascal, c'est bête à dire, mais quand je me suis couché, j'ai dormi mieux. Je me suis senti mieux. Et cynique avec ça. Alors, comment est-ce que le père et le fils connaissent par cœur le programme de Danse avec les stars? Eh bien, parce qu'ils l'ont regardé en rentrant en replay, pour se fabriquer un alibi. Jolie scène de famille que ce père et ce fils sur le canapé, regardant la télé, juste après un meurtre. Et le lendemain,
le fiston a ramené le fusil chez papy. Et pour ne rien changer à leurs habitudes, papa et le fiston sont partis à la chasse. Ça aurait pu marcher. Les Junio auraient pu passer entre les gouttes si le frère de Pascal ne les avait pas croisés dans leur Peugeot blanche quand il a foncé vers la ferme après le crime. À l'issue de leur garde à vue, Thomas Junio est mis en examen pour assassinat et son père Arnaud Junio pour complicité d'assassinat. Et tous les deux sont placés en détention provisoire. Bon, je crois que chacun a compris le mobile, le petit moteur du fils, la jalousie et le sentiment de trahison qui l'ont rendu fou. Mais le papa, quel est son petit moteur au papa? Qu'est-ce qui fait que ce soir-là, sans hésiter, il accompagne son fils avec un fusil chargé chez son meilleur ami à qui il en veut tant? Pourquoi le père se met-il dans cette galère? Ne pas trop compter sur lui pour les explications. Il se contente de dire « Je ne voulais pas laisser tomber mon fils ». Mais il y a une hypothèse qui tient la route. Le père aussi s'est senti trahi. Parce que Pascal passait son temps chez lui, parce que Pascal était invité à la table familiale le dimanche, parce que Pascal était un peu son second fils, parce que Pascal, donc, l'a trahi lui aussi. En tout cas, c'est comme ça qu'il a dû le vivre. Comme une trahison familiale. Le procès des Junio père et fils s'ouvre en septembre 2020 devant la cour d'assises du Nord à Douai. Arnaud Junio, le père, comparé libre. Il a été libéré sous contrôle judiciaire. Le fils, en revanche, Thomas Junio, débarque dans le box avec les pinces au poignet. Il est en prison depuis sa mise en examen. Et d'emblée, il fait profil bas. C'est vrai que j'ai vécu le fait que Pascal se mette avec Laura comme une trahison. Je leur en voulais tous les deux. Énormément. Monsieur Junio, est-ce que vous diriez que votre ami Pascal Navrocki méritait le sort qui a été le sien? Non, bien sûr que non. Bien sûr que c'est disproportionné. Bien sûr que c'est impardonnable. Quant au père, sa défense tient en une phrase. On laisse pas tomber son fils. On attend beaucoup de l'expert psychiatre dans ce dossier, pour tenter de comprendre comment un gars peut tuer son meilleur ami pour une histoire de corne-cul. Il n'est pas très étonnant que Thomas Junio et son père aient agi de concert dans cette affaire. Parce que dans la vie du fils, le rôle du père n'est pas neutre. Je dirais que le père a pratiqué sur son fils une surprotection paternelle, en quelque sorte, qui, au fil des années, a empêché l'autonomisation affective du fils. Ce qui amène à se tourner à nouveau vers le père. Monsieur Junio, on a toujours du mal à comprendre pourquoi vous conduisez votre fils vers le crime. Alors vous dites, je ne pouvais pas le laisser tomber. Ça veut dire que vous ne pouviez pas le laisser tomber dans sa démarche criminelle? Ben non. Moi, je l'ai conduit pour pas qu'il fasse de conneries. Vous noterez que ce n'est pas ce qui s'est passé. Oui, mais moi, je croyais qu'ils allaient s'expliquer entre hommes, rien de plus. Êtes-vous certain, monsieur? Parce que vous saviez pour l'empoisonnement des chats. Vous saviez pour l'incendie des voitures. Vous saviez que votre fils était dans une escalade. Le père est aussi mal barré que le fils. Les avocats de Thomas Junio posent leur ligne de défense. Thomas était dans une dépendance affective totale. Dépendance vis-à-vis de sa petite amie, Laura. Dépendance vis-à-vis de son meilleur ami, Pascal. Et dépendant à l'égard de son père. Une relation en losange en quelque sorte.
qu'il n'a pas su gérer dans la rupture. Alors maintenant, combien est-ce que ça coûte un assassinat passionnel comme celui-là ? 22 ans pour Thomas Junio, d'après l'avocat général, et 12 ans pour son père. Les jurés la suivent à peu près. Thomas Junio prend effectivement 22 ans et Arnaud Junio 10 ans. Thomas commence par dire « je vais faire appel » et puis il y renonce. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.